Salut l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, je suis avec mon gars Brad. Je l'introduis. T'es mort, mais insultez-le. Pourquoi? Plus jamais tu fais ça. Mon gars, je mets de l'énergie dans le début de la Plus vidéo. jamais tu ne fais ça. Introduis correctement, merci. Voilà, je suis avec mon gars Brad. Voilà. Vas-y, Chéap. On est fatigué. Il y a eu deux journées d'Euroleague. L'Euroleague, faut arrêter de nous faire des trucs comme ça. Alors, comme on regarde quasiment tous les matchs, sauf l'Alba Berlin, et les matchs que Squeak décide de pas diffuser, on sait pas pourquoi. Ça fait 16 matchs en 4 jours, là, c'est trop. On est débordé. Donc, vas-y, tu veux dire quelque chose peut-être? Je ne veux rien dire, ne fais plus d'introduction de la sorte et laissez-nous respirer. T'as qu'à faire les introductions, toi. Tu fais rien. Je paye les micros, je paye les ring lights, je paye la caméra, tu fais quoi, toi? Putain. Ouais. Oh là là. Bon, je bref. viens, je délivre et je repars. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Je sais pas si vous avez regardé les matchs comme nous. J'espère pour vous que non. Mais donc, on va débriefer un peu de ce qui s'est passé sur la semaine. On va pas faire le débrief match par match parce que sinon, la vidéo va durer 2 heures. Déjà qu'on fait pas de vue. Et donc, on va plutôt faire sur la semaine. En gros, le bilan sur la semaine un peu des équipes. On va peut-être pas parler de tout le monde en profondeur, mais voilà. On va commencer par les clubs français. Comme d'habitude, c'est parti la semaine des clubs français. Alors, les clubs français, tu veux commencer par qui? On commence par l'Asvel? Non, on commence par Monaco. Ah, tu veux commencer par Monaco? Toi, tu veux rentrer dans le vif du sujet. Ok. On commence par Monaco. Monaco qui a joué donc l'Efes et le Real. C'est ça, On exactement. peut parler de l'Efes? On va parler de l'Efes parce que ça a été le premier match de la semaine. Alors, sur ce match-là, moi, je vais dire tout de suite, face au Real, j'avais peu d'espoir. Vraiment, on savait un peu ce qui allait se passer. Par contre, face à l'Efes, je me dis que Monaco, c'est une équipe qui est au-dessus cette année et même l'année dernière de l'Efes. Vraiment, je les voyais dominer. Je me suis dit, bon, ce match-là, ils doivent le prendre et ils vont le prendre. Ils sont sur une bonne lancée. Le match me commence plutôt bien. Un match d'attaque, vraiment beaucoup de tirs. Je crois qu'à la fin du premier quart-temps, il y a 28-25. Il y a des deux côtés. Il y a Eyokobo qui est plutôt bien en canne, Yakuba Ouattara également. De l'autre côté, du côté de l'Efes, t'as Gibor Place qui met des choses en place. On va rentrer bien sûr sur Shane Larkin qui est trop fort. Vraiment, ce petit Lilliputien là, il est trop fort. Son premier appui, cette qualité qu'il a de démarrer son joueur et de mettre la balle tellement haut sur la planche et de marquer, je suis assez impressionné par ça. Donc non, franchement, le début de match est super intéressant. Je me dis, bon, Monaco n'est pas très loin. Ils survivent grâce à l'adresse, parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'adresse. Ouais. Par contre, en défense, ils sont à la rue. On voit bien que c'est un match d'attaque. Ah ouais, ça score dans tous les sens. C'est ça. Donc Shane Larkin, on va vite donner les stats vite fait sur ce match-là. Donc Shane Larkin qui finit à 25 points, 4 passes en 35 minutes, donc il joue quand même beaucoup. Il y a Boba aussi qui met 21 points, donc Rodrigue Boba qui fait un gros match, qui fait 5 passes. Et Darius Thompson qu'on commence à retrouver petit à petit, qui fait 16 points, 6 rebonds, 5 passes aussi. 3 rebonds, 5 passes, pardon. Moi je suis d'accord avec toi, c'est un match qui commence avec énormément d'adresse des deux côtés. Moi j'ai trouvé qu'Eli Okobo était un des rares à répondre présent côté Monaco. Et on a trouvé un Mike James en deçà de ce qu'il nous proposait depuis le début de saison. Et du coup quand Mike James n'est pas dedans, c'est difficile pour Monaco. Ça se voit, il met pas un panier sur la première mi-temps. Ça s'est tout de suite ressenti dans le jeu. Mais malgré ça, ils s'en sortent pas si mal que ça, parce qu'ils sont qu'à -4 à la mi-temps. Peu de défense, match d'attaque. Mais après, sur la deuxième mi-temps, on sent la différence entre les deux équipes. L'Efes continue un peu d'accélérer, Shane Larkin retrouve encore du rythme, ils sont toujours devant. À l'inverse, Mike James commence lui à mettre des tirs, donc je me dis peut-être que ils vont finir par réussir à passer devant, mais pas vraiment parce que Rodrigue Bobo il est trop fort. En plus, à chaque fois que Monaco revient, il y a toujours une action où ils s'arrêtent parce qu'ils veulent demander une faute, etc. Derrière, les fesses courent et ils punissent. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils reviennent à une possession, ils se remangent un 3 points, ils se remangent un lay-up, ils se remangent des trucs. Et en fait, ils n'arrivent jamais à recoller. Et il y a Shane Larkin qui finit le match avec un tir de fou furieux à 35 secondes. Ouais. Donc, c'était à Monaco en plus. Ça fait tâche, sachant que les fesses n'étaient pas une équipe en forme sur ce début de saison. Tu relances, il y a encore Will Clyburn qui passe à côté de son match. Mais t'as quand même 3 des 4 gros joueurs qui font un gros match. Mike James qui est pas dedans. Kemba Walker, les commentateurs de Squeak l'ont dit, mais je sais pas si c'était sur ce match-là ou contre le Real, je pense que c'était contre le Real. Kemba Walker c'est bien, mais là il prend des minutes à Matthew Strazel. Pourquoi faire ?
pour l'instant. Pourquoi faire ? On va y revenir plus tard, mais Kemba Walker, pour l'instant, c'est une déception. Je reviendrai dans une autre catégorie un peu plus tard. Voilà, donc globalement, une défaite à domicile qui commence mal la semaine, puisque derrière, il joue le Real. Là, peu décevant. Hein. Comme je disais à Oz avant de commencer, je regarde le match, mais sans savoir le résultat, je sais qu'ils ont perdu. Le Real fonctionne trop bien. Ils sont plus physiques, ils jouent mieux au basket, ils ont pour l'instant des meilleurs joueurs. Enfin, j'ai même pas de doute sur le fait que le Real allait battre Monaco et surprise, le Real a battu Monaco. avec... mais avec la manière. C'est exactement ça. C'est que Monaco finisse 3ème d'Euroleague l'année dernière, auquel le Real sont champions en titre. T'aurais pu t'attendre, surtout que Monaco avait trouvé son rythme quand même avant la défaite contre les Fesses. T'aurais pu t'attendre à un match plus accroché. En fait, il n'y a pas eu de match. Le Real a été au-dessus. Alors, Sergio Llull qui met encore des tirs inexistants, Rudy Fernandez qui se met à faire ça aussi, des tirs à 8 mètres en lâchant la balle et tout. Donc, le jeu collectif du Real, c'était vraiment en place. Monaco qui rate énormément de choses. Alpha Diallo, autant il avait fait un super match contre, je sais plus c'était contre qui, mais plus de 20 points, 21 points, 23 points. Là, il ratait tout. Il mettait pas un lay-up, c'était un truc de ouf. Heureusement, encore une fois, qu'il y avait Elio Kobo en première mi-temps pour que Monaco existe. Mais voilà, il y a eu 10 passes décisives pour le Real au premier quart-temps. Donc c'était vraiment collectivement, je vais trouver la stat au final, mais ils perdent de 18. Mais franchement, quand tu regardes le match, ils doivent prendre 40. C'est trompe-l'œil. Ils doivent prendre 40. C'est un match en trompe-l'œil. Hein. Le score final, c'est 91-73, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment en trompe-l'œil parce que le Real a dominé de la tête et des épaules. À un moment, il y avait moins 30, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils leur ont fait une chanson. On a parlé de Sergio Llull, de Rodriguez, de Rudy Fernandez. Mais est-ce qu'on peut parler de Walter Tavares ? Ouais, qui a mal pris, comme on disait que. Même si Vincent Poirier fait un super match aussi. Hein. Il a dit comment ça c'est pas moi. Vincent Poirier, il fait 12-11 quand même. Hein. Ah oui, mais Vincent Poirier fait une très bonne entrée. 12-11, 22 déval. Avec la spéciale. Mais plus 2 de plus-minus. Tavares, il fait 15 minutes, 12 points, 7 rebonds, 4 assists, combien de contres ? 3 contres. Plus 22 en 15 minutes de plus-minus, 24 déval. Sur le match, il est trop fort, il dissuade, il contre, il est partout, en attaque, en défense. Et ça se voit en fait, il y a aussi cette impression, souvent on parle de stats, mais il y a aussi cette impression visuelle. T'avais l'impression que dès que Monaco allait dans la raquette, soit Alpha Diallo est raté parce qu'il n'arrivait pas à attraper la balle, il avait des mains carrées, soit il se faisait contrer et ils n'avaient pas de solution en fait. Il n'y avait vraiment pas de solution. Le match, et il y a une stat moi qui faisait, c'est même pas qui faisait rire, c'est qu'on s'en regardait avec Ozan, on a dit attends, mais on est sûr de ça ? Et c'était, le Real était à 15 sur 16 au tir à 2 points à la fin du troisième quart-temps. Ils finissent à 18-21. Donc ils ratent 2 tirs à 2 points dans le... Donc, déjà, ils prennent que 21 tirs à 2 points quand tu compares par rapport à Monaco. Mais ils font 18-21. Donc c'est une dinguerie. Monaco, ils font 19-49. Alors ils ont dû les bouffer au rebond pour avoir autant de tirs en plus. Mais bon, en termes d'adresse, il n'y avait pas match. Et donc il n'y a pas eu match. On va pas s'attarder sur ça. Monaco, qui avait bien trouvé son rythme, qui là a eu un petit coup d'arrêt sur cette semaine. Va falloir qu'il relance la machine la semaine prochaine. Je sais pas si t'as contre qui il joue la semaine prochaine, mais on va sortir ça. Sinon on peut parler de l'Asvel. Donc l'Asvel qui a joué Berlin. On peut parler de Asvel contre l'Alba Berlin déjà. Bien sûr. Je vais commencer directement. On mettra les 2 pieds dans le plat. L'Asvel a gagné et heureusement qu'il gagne. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont fait peur. Voilà, heureusement qu'il gagne parce que franchement, perdre contre l'Alba Berlin et no offense à l'Alba Berlin. Offense. Mais non, mais ça y est, au bout d'un moment, au vu de ce que l'Asvel nous a montré là depuis les dernières semaines, depuis le changement de coach de Pozzecco et qui a remplacé TJ Parker. Il joue Baskonia Monaco la semaine prochaine. Ok. Pas facile. Hein. Pas facile du tout en ce moment. On en reparlera juste après, vous inquiétez pas. Mais voilà, l'Asvel, encore une fois, dans la ligne de ce qu'ils ont produit, j'aime ce qu'ils font. Ils ont un très bon départ. Berlin, ils n'ont pas de solution. Ils ont pas de solution. Beaucoup de tirs en première intention qui terminent à côté, qui est aussi le jeu de Berlin, hein, de prendre des tirs extérieurs. Mais ils n'avaient pas de solution. Sur ce match-là, ce que j'aime beaucoup, c'est la relation Paris Lee, Geoffrey Lauvergne. Je trouve qu'il se trouve facilement et beaucoup sur des situations. La balle en bas, à un moment c'est Paris Lee qui est en bas, qui ressort sur Lauvergne, qui met un tir à 3. Enfin, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Paris Lee, au-delà de dire est-ce qu'il peut mettre des tirs. Là, il y a plus de 40% à 3 points, donc oui, il met des tirs. Il met des tirs. Et dans la gestion du jeu et la gestion du rythme, il fait ce qu'il demande. Et exactement. En plus de ça, défensivement, et c'est une peste.
une plaie en défense. Franchement, il fait un gros boulot. Mais vraiment, t'as toujours ce truc de ok, depuis que Pozzecco est là, c'est pas la même équipe. Oui. Ils font des gros débuts de match, ils sont intenses, ils défendent, même quand ils perdent sur le deuxième match, ils sont dans le match, ils jouent du beau jeu, ils s'appuient sur les intérieurs, il y a des relations. Et moi c'est ça que je retiens aussi depuis l'arrivée de Pozzecco, et ça a été vrai sur la semaine, même si j'ai été un peu étonné quand j'ai vu les stats, le box score sur le deuxième match, TLC est enfin le joueur qu'on attendait qu'il soit. Moi je trouve en tout cas. Personnellement je le trouve. Il cherche ses spots, il fait un petit 2 dribble, il s'arrête à mi-distance, ses petits pull-ups, ça il le maîtrise, il le fait. Il prend les tirs à 3 points, qu'il met, il défend, il est là au rebond, il crée pour les autres. Moi je trouve que TLC, depuis que Pozzecco est arrivé, on lui tirait dessus en début de saison en disant qu'il n'était pas au niveau l'année dernière à Milan où c'était un peu léger. Moi je trouve, même si sur le deuxième match, j'ai regardé la feuille de stats, c'est un peu, si tu regardes la feuille de stats c'est dramatique, franchement. En tout cas, je ne sais pas si toi tu te souviens du match, mais pour moi, il fait une grosse semaine et il fait un gros, on va dire, 2-3 semaines depuis que Pozzecco est arrivé. Et voilà, ça fait du bien à l'Asvel d'avoir un joueur de ce niveau-là qui performe. Moi, je suis d'accord avec toi, il performe, mais j'ai envie d'aller peut-être un peu plus loin. Et au-delà de il est le joueur qu'on attendait, c'est quelle responsabilité et quelle place il a dans le système. En fait, je pense qu'il y a aussi ça. Sur le début de saison, j'avais le sentiment que la place dans le système n'était pas très claire. Là, depuis qu'ils ont viré... Et j'allais y venir, Frank Jackson, ils ont dit clairement, on donne les clés. Quoi. C'est ça, et la place qu'il avait en début de saison n'était pas celle qu'il a maintenant, et on le voit bien. Il rayonne sur le jeu de l'Asvel, il rayonne tant sur ses qualités de tireur et de slasher d'aller au panier, mais aussi à la distribution. Et sur le deuxième match, alors là, pour le coup, ils ont perdu face à Vitoria, mais parce que Vitoria est un client en ce moment, est un gros morceau. Surtout sur ce match-là, t'as Marcus Howard qui met 35, quoi. Ouais, mais pourtant, l'Asvel est à plus 17. Non, mais à plus 17 à un moment. L'Asvel Vitoria. Au début du match. Non, mais ils font des gros débuts de match, justement. Et t'as plus 17, donc... Et à la mi-temps, ils sont juste à plus 7, il y a 49-42. Donc je me dis, l'Asvel est bien. Et ça montre encore une fois ce renouveau-là. Mais après, oui, pour revenir après sur Vitoria et sur leur semaine, on va terminer d'abord sur l'Asvel. Je suis d'accord sur TLC. Moi, je pense que la place qu'il a actuellement n'était pas celle qu'il avait auparavant. Et ça se voit, ça se ressent. Dans l'ensemble, ce qu'on voit aussi de l'Asvel, ce que j'aime bien, c'est Mike Scott. Exactement. C'est Mike Scott. On est d'accord. Pozzecco qui disait c'est le meilleur shooter que j'ai jamais vu. On rigole. Mais il est clinique. Non, franchement, il est clinique. Sur le match contre Vitoria, il rentre, il met 12 points direct en 6 minutes. Il finit à, je vais te dire ses stats, il finit à 22 points en 22 minutes, 5 sur 9 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points, 3 rebonds. Bon, après, il fait pas grand chose d'autre, mais plus 5 de plus-minus. Voilà, okay. C'est un mec qui t'attendait pas forcément à ce qu'il performe à ce niveau-là, surtout quand tu voyais le début de saison. Et contre l'Alba Berlin, il n'a pas été bon, il fait 1 point. Mais voilà, c'est un joueur pareil, qui a été mis en confiance par le coach. Et tu vois la différence maintenant qu'il joue. Et ça te crée. En plus, c'est un profil que l'Asvel n'a pas trop. Poste 4, athlétique, qui shoot, qui peut shooter, etc. Parce que il jouait un peu avec KUJ en 4 avant. Là, il joue avec Geoffrey Lauvergne, mais qui est en vrai plus un 5, enfin qui joue un peu comme un 5 même s'il peut s'écarter. Donc Mike Scott, c'est pareil. Franchement, l'Asvel joue bien au basket. Oui. Ça fait 2 semaines depuis que Pozzecco est arrivé qu'on dit qu'on est plutôt optimiste pour la suite. Et voilà, ils battent Berlin, ils perdent contre Vitoria. Sachant que voilà, ils perdent contre Vitoria avec Moneke et Howard qui font des matchs de fou furieux, on va y revenir. Mais non, c'est pas un scandale. Mon seul petit point rouge là-dedans, pour moi, c'est Yousfal. Qui a fait sa spéciale sur le deuxième match. Exactement, du spécial Yousfal. Alors, c'est en partie sa faute et aussi de Pozzecco. Et qu'il laisse à 3 fautes. Il a 2 fautes, il le laisse sur le terrain, il prend sa 3e derrière. Donc du coup, ça t'handicape. Le système de jeu de l'Asvel repose sur la capacité à mettre la balle à parce que contre Berlin, il fait 14-11, tu vois. Contre Berlin, j'ai rien à lui dire. Mais il fait 14-11, donc c'est vraiment un rouage, comme tu dis, c'est un rouage essentiel mais complètement. de cette équipe. Et il joue que 10 minutes contre Vitoria. Parce qu'il prend 3 fautes en 2 minutes, donc on le voit quasiment plus de la première mi-temps. Puis après, derrière, c'est compliqué pour se mettre en rythme. Donc ça, c'est important que Yousfal arrête de faire ses fautes un peu pas à la con, mais en tout cas arrête de faire autant de fautes. Et surtout que Pozzecco puisse le coacher. Parce qu'au bout d'un moment, ton joueur, il a 2 fautes, tu sais que tu en as besoin, sors-le automatiquement. Ne le laisse pas sur le terrain pour prendre une 3e comme c'est... Pozzecco qui a fait ça. Alors, cela dit...
il se fait sortir, il prend une deuxième technique où il se fait exclure, Pozzecco, sur une faute de Yousfal où il conteste, il n'y avait pas faute. Donc bon, les arbitres de pré-national là, on vous parle, vous êtes nuls. J'ai pris un rapport, soi-disant, parce que j'ai dit aux arbitres qu'ils étaient nuls, que c'était les arbitres les plus nuls que j'ai jamais vus. Je verrai si je suis suspendu, mais les arbitres, voilà, je vais pas vous insulter, mais le cœur y est. On passe sur le reste de l'actualité. Parfait. Sur le daily, bon c'est pas daily parce que c'était weekly review. Je suis bilingue. Ok, donc on va parler des équipes qui ont performé cette semaine, et à notre grande surprise, le Panathinaikos en fait partie, qui gagne contre Kaunas qui est vraiment dans le trou, et qui gagne contre Bologne. Bologne qui marque un peu le coup aussi par rapport à son début de saison canon. Alors on n'a pas vu contre Kaunas parce que le match était pas disponible sur Squeak, donc je ne sais pas pourquoi. Commencez à mettre les matchs, merci. Mais non, commencez à pas les mettre, ça y est, on a vu assez de matchs. Donc on va parler par rapport au stats, mais en tout cas moi j'ai regardé Pana Bologne, que j'ai regardé il y a 25 minutes avant que Brad arrive. Hop là, mon téléphone, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Moi je me suis régalé sur ce match-là. Je trouve que le Pana rentre bien dans ce match, et souvent, depuis quelques semaines, je l'ai trouvé assez en difficulté sur le début de match, il prenait l'eau, et là pour le coup ils sont vraiment bien rentrés dans le match par Balcerowski, mais surtout par leur go-to-guy, Mitoglou, il met tout dedans, il est trop fort. Alors c'est le meilleur marqueur de Euroleague, hein. Comme ça au moins c'est dit, on va direct on va direct à l'essentiel. On l'attendait pas à ce niveau-là. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je l'attendais pas à ce niveau-là. Enfin, moi, personnellement, après, je suis pas expert. Ça fait pas non plus 15 ans que je regarde l'Euroleague. Mais ce mec-là, l'année dernière, je sais même pas il était où. Moi, je l'attendais pas à ce niveau-là. L'année dernière, j'ai regardé l'Euroleague sérieusement, on va dire, et je l'ai pas vu dans le circuit Euroleague. Peut-être qu'il jouait au CSK ou je sais pas quoi. Je sais même pas où est-ce qu'il jouait, on va regarder, mais... Regarde, tu vas voir. Mais en tout cas, Mitoglou, il me régale cette saison, et il est en pleine confiance, il est en pleine bourre. Il met 19 contre Kaunas, 19-6, et il met 24, je crois. 24 ou 25. Il bat son record, non? Il met 24, et puis 24-10, 6 sur 7 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points. Il est intenable. 30 dévals, non, c'est... Il est intenable. Franchement, le Pana là-dedans, tu vois, le Pana est bien, ça se ressent. Manchester qui est un peu en difficulté, en tout cas sur le match contre Bologne, sur la première mi-temps. Il est en difficulté avec les fautes. Encore une fois, j'aimerais mettre un point d'honneur sur Kendrick Nunn. Kendrick Nunn qui fait un bon début de match. Il fait un très bon début de match, j'aime beaucoup l'entrée qu'il propose. Exactement, j'aime beaucoup l'entrée qu'il propose. Donc non, le Pana, en tout cas si je dois prendre le Pana, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Si on va de l'autre côté, on va côté Bologne, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines. Toutes les semaines, encore et encore, je dis la même chose. Marco Bellinelli, c'est trop wesh. Il faut arrêter, monsieur. Monsieur, faut s'occuper de vos enfants, là, parce que... En fait, il faut arrêter de froisser des gens comme ça, des jeunes garçons, des jeunes hommes. Vous êtes âgés, vous avez passé l'âge de faire ça. Il va mettre des tirs combien de temps encore? Je sais pas, mais il fait 20 points en 28 minutes. 5 sur 10 à 3 points, 2 sur 3 à 2 points. Contre le Pana. Et qu'est-ce qu'il fait sur le reste de la semaine? Tac. J'ai les stats sous les yeux. Marco Bielli, il fait 8 points. Ah bah on n'a pas vu ce match? Si. Bon bref. En tout cas, mais il a toujours mis des tirs sur les deux matchs. Il met des tirs qui font mal, des tirs vraiment casse-croûte de ouf. Et voilà, c'est bien d'avoir un ailier de ce niveau-là. Même si on reviendra sur Bologne après, parce que j'ai quelques trucs à dire sur un certain joueur. Mais du coup, pour revenir sur le Pana, moi je trouve que l'éclosion de Mitoglou et le fait qu'il prenne autant de place, ça permet aussi d'avoir au Pana un jeu un peu moins stéréotypé. Parce que c'est un mec qui coupe dans le dos, c'est un mec qui fait du mouvement sans ballon, c'est un mec qui peut écarter, donc qui va laisser la raquette à Mathias Le Sort, qui va laisser la raquette à Jarian Grant, à Kostas Lukas, aux joueurs qui vont vouloir driver. Et donc, sa présence en fait permet, un peu à la Alec Peters pour l'Olympiakos, permet en fait que le jeu tourne bien. Et même si le Pana n'est pas encore l'équipe qui joue le mieux au basket, mais bon, n'est pas le Real qui veut, c'est mieux. Et au moins il gagne des matchs. Il gagne des matchs. Clairement. Alors Juancho, désolé, ça va pas être bien sur le CV là, que quand t'es pas là ça gagne des matchs. Mais voilà, il gagne des matchs. Et comme tu dis contre Bologne, Mathias Le Sort sur la deuxième mi-temps, qui est dans le rebond, qui est dans la course,
qui fait un post-up N1 sur Shengelia. Il a éteint Shengelia sur la fin de match. Je sais parce que j'ai regardé le match il n'y a pas longtemps, donc je m'en souviens. Shengelia qui a pas eu son rayonnement habituel, et c'est en grande partie grâce à Mathias Sosor. Mathias Sosor, mais 6 points d'affilée. Ouais, pour passer à plus 6. Mais 6 points d'affilée dans son registre parfait. Voilà, de la combativité, voilà, du rebond, de l'énergie. À un moment, je crois qu'il m'a un petit flotteur, il est partout, il distribue. En fait, on voit que lui un moment. Le commentateur, il dit Mathias Sosor, Mathias Sosor, Mathias Sosor. À la fin de match, on voit que lui. Il était trop fort, il était partout. Shengelia, qui d'habitude, qui a la réussite et qui est la plaque tournante de Bologne, et on l'a pas entendu. Sur la fin de match contre le Pana, on l'a pas entendu. Tout comme c'est quand même 17 et 11 hein, Shengelia. Hein. Oui, mais sur la fin de match, j'avoue que sur la fin de match, tu l'entends pas. Sur la fin de match, il est dans la poche de Mathias Sosor, mais dans sa poche vraiment. Et en plus, il est à 2 fautes. Et il prend vite 2 fautes sur Mathias Sosor, justement, qui provoque. Donc derrière, il peut pas défendre de la même manière. Voilà, ouais, c'est le Pana qui se relance bien. On fera un point sur le classement à la fin, mais qui se relance bien sur cette semaine. On est content pour Mathias Sosor. Oui. On n'est pas content pour Eric Nataman. Parce que bon, c'est toujours un peu frauduleux ce qu'il propose offensivement parlant, mais bon. Tant mieux pour le Pana. On va parler d'un autre club grec qui a fait 2-0. Alors, club grec. Valence. Voilà, exactement. Du coup, on va parler de l'Olympiakos. Ouais. L'Olympiakos, hein. L'Olympiakos. Okay. Donc, l'Olympiakos qui a joué contre le Maccabi. Oui, et l'Étoile Rouge. Oui, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, ils ont pas fait 2-0 eux. Ah non, ils ont perdu contre l'Étoile Rouge. Ils ont perdu contre l'Étoile Rouge, je crois. L'Olympiakos, non, ils ont gagné contre l'Étoile Rouge. Ils ont gagné contre l'Étoile Rouge. Ils ont gagné, oui. J'ai mis Ah non, oui. C'est un autre truc. Ok, oui. Maccabi Olympiakos. Ok. Donc ils sont à 2-0 sur la semaine, autant pour moi. Désolé, il y a trop de matchs. Maccabi, on commence par Maccabi ? On peut commencer par Maccabi. Vas-y, envoie. Moi, comment dire ? En fait, l'Olympiakos rentre bien dans le match. Il y a un super départ, ils leur mettent un 7-1 directement. Le Maccabi revient. Mais Olympiakos, pour moi, je le sens dès le début de match, est au-dessus. Ils sont au-dessus, ils sont plus forts, sachant que le match contre l'Olympiakos, le Maccabi n'a pas Wade Baldwin Jr. sur la première rencontre, parce qu'il était malade, si je dis pas de bêtises, et il revient sur le deuxième match de la semaine. Ouais. Donc, à la fin du carton, l'Olympiakos est logiquement devant. En fait, ça joue bien l'Olympiakos. Ça joue bien au basket. Vous verrez tout à l'heure dans mes tops, je vais citer un joueur. Voilà, vous verrez bien. De toute façon, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Mais non, mais je préfère regarder un peu quand même. Voilà, un joueur de l'équipe de France qui n'a pas beaucoup joué lors de la dernière Coupe du Monde. Et je n'en dirai pas plus si je vous poste 5. Et voilà, mais c'est. Bref. Non, mais c'est vrai que c'est valable pour le Pana et c'est valable pour l'Olympiakos. Ils se reposent vraiment, j'ai l'impression, sur leur raquette, sur un poste 4 un peu qui peut tout faire, et sur un poste 5, alors dans des registres totalement différents, c'est 2 Français pour le coup, et dans des registres totalement différents, Mousfal qui est un peu la tour de contrôle, j'ai fait l'analyse cette fois-ci, vous pouvez aller la voir sur mon Insta et mon TikTok, de Mousfal et de comment il sert de métronome pour le jeu de l'Olympiakos, et t'as Alec Peters qui tourne tout autour, derrière t'as Kanan qui va avoir des tirs, des coupes dans le dos, Papa Nicolas, putain, comment ça s'appelle, Walk-up aussi, qui pour le coup est un peu en dedans, mais bon, l'Olympiakos gagne, ils n'ont pas vraiment besoin, et voilà, Brasdeikis qui commence un peu à trouver ses marques, donc l'Olympiakos qui continue un peu de se refaire une santé, qui avait fait un début de saison un peu morose, on va dire, qui était à 3-3, ils sont à 5-3, il y a énormément d'équipes, il y a genre 7 ou 8 équipes qui sont à 5-3, on fera le point sur le classement, mais voilà, bon, on va pas s'attarder sur tous les matchs de toutes les équipes, mais l'Olympiakos qui trouve son identité. On joue à l'intérieur sous Mousfal, on joue des pick and roll avec des extérieurs qui sont capables de scorer. Nigel Williams-Goss aussi, qui n'a pas joué, je crois, le deuxième match, ou le premier, je sais plus. Mais donc voilà, l'Olympiakos qui est un peu en dessous des 2 gros mastodontes espagnols, mais qui est à sa place qui est pas loin. Qui est pas loin et qui propose du beau jeu, donc voilà. Et qui digère bien la perte de Sloukas et de Vezenkov. Même si l'année dernière ils dominaient vraiment la saison régulière, au final je pense que personne ne se souviendra trop de leur saison, vu qu'à la fin ils n'ont pas gagné quoi. Même si bon, ils étaient pas loin. Parce qu'à la fin, faute de Sergio. À la fin, c'est pour Madrid qui gagne. Voilà, on se demande pourquoi. Bref. La mafia, merci. Ok, on fait. Alors, qui a fait 2-0 aussi cette semaine ? Je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote. Vitoria. Voilà, on en avait un peu parlé. Alors, bon, le Real. Attends, on va faire le Real, vite fait.
Le Real qui a gagné, donc on l'a dit, contre Monaco, qui a désossé Monaco, et qui a battu Valence. Valence, pareil, Real Valence, c'était un match qui n'était pas disponible sur... Si, il était disponible. Real Valence était disponible, j'ai regardé et c'était une purge parce que finalement son premier carton Valence est devant, mais dans l'ensemble le Real domine, le Real ils ont accéléré et en fait sur la deuxième mi-temps Walter Tavares cogne tous les joueurs de Valence. C'est-à-dire que Damien Inglis il va dans la raquette, gifle. Damien Inglis qui fait une très bonne saison. Oui, non, il fait très bonne saison, mais il va dans la raquette, gifle. Semio Djeleye, gifle. En fait, ils ont tous pas compris qu'il faut pas aller dans la raquette. À chaque fois, il y a des contres. 4 contre 1. C'était assez drôle et incroyable à voir. Valence n'est pas si loin que ça, mais ne saisit pas les... Mais attends, mais ce match... Peut-être je l'ai vu, je sais pas. Oui, tu l'as dû voir, mais Valence ne saisit pas les opportunités parce qu'ils ont les opportunités pour y aller. Le Real va gagner à l'expérience. Il va gagner à l'expérience grâce à son armada et par Campazzo qui à la fin gère le rythme, met les tirs et met la balle où il faut, quoi. Mais franchement, le match est pas exceptionnel. Le match Real contre... Monaco, il est pas... le match Real-Monaco, il est pas exceptionnel non plus. On en a déjà parlé tout à l'heure en faisant la review des clubs français. Le score, il est en trompe-l'œil. Le Real a cogné Monaco. À un moment, il y a plus 30. Ils reviennent à la fin, mais voilà, vous l'aurez compris. La semaine du Real est plutôt une semaine tranquille. Encore une fois, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Gershon Yabusele. Ah ouais, j'ai pas vu. Oui, qui s'est fait... alors, je suis pas médecin, je suis désolé. C'est le ménisque, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il va être out là jusqu'à la fin de l'année. Donc, ah ouais ouais, jusqu'à la fin de 2023. J'ai pas vu ça. Tu putain, peux... Ça, c'est le truc de regarder les matchs en replay. Du coup, je regarde rien, aucune actualité pour pas me faire spoiler. Et voilà, du coup, je suis pas au courant. Voilà, et la différence entre un qui bosse et l'autre qui bosse pas. Du coup, on va enchaîner. Non, mais donc voilà, la semaine du Real, elle est plutôt très tranquille. Pas de surprise. On savait qu'ils allaient gagner cette semaine. Avant de regarder, on dit bon, le Real ça va aller cette semaine. Contre Valence, j'avais pas d'espoir. Contre Monaco, j'avais pas d'espoir pour eux non plus. Et mes doutes étaient bien fondés. Du coup, Vitoria, qui eux aussi font 2-0, donc qui ont joué l'Asvel et qui ont joué. C'est qui l'autre match ? Ah putain, je suis dépassé. Bref, attends, on va refaire le truc comme ça. Au moins, ça sera carré. Maccabi, oh non, attends. Asvel Vitoria. Et. Pourquoi je l'ai pas ? C'est un match que j'ai vu pourtant. Baskonia contre Barça. Ah oui, mais c'est pas dispo, c'est pour ça. Et le box score, en vite fait. Marcus Howard qui fait 26 points. Ouais, quel boss. Cody Miller, McIntyre et Shima Moneke qui taffe. Ok, donc la semaine de Vitoria également, qui fait 2-0. Qui tape du coup l'Asvel comme on l'a dit et qui tape le Barça qui inflige sa deuxième défaite au Barça qui avait perdu que contre le Real et quelle défaite 95-71. Le match n'était pas disponible sur Squeak donc nous ne l'avons pas vu, on a juste le box score sous les yeux et le box score sous les yeux est très élogieux pour les deux têtes d'affiche de Vitoria. On va pas parler spécialement des matchs, on va parler de Vitoria qui revit depuis l'arrivée de Duško Ivanović. Marcus Howard qu'on a longuement critiqué, et à juste titre, de toute façon, parce que les performances qu'il faisait étaient catastrophiques, quand ça tombe dedans. Alors, je tiens quand même à préciser sur le match contre l'Asvel que j'ai vu, qu'on a vu tous les deux, que Marcus Howard, les tirs qu'il met, il y a des tirs qui sont difficiles, mais il y a beaucoup de tirs qui sont bien amenés, où la défense dort. Contre l'Asvel, la défense dort, la défense a dormi, et voilà, c'est un mec qui, déjà, passe sa saison à prendre des tirs casse-croûte, donc forcément tu le laisses prendre du rythme. Il met 26 contre le Barça, il met 35 contre l'Asvel, ce qui fait une moyenne sur les deux matchs de... Je sais pas, je peux pas compter. 26 plus 35, ça fait... 61. Je crois, ouais. Oui. Ouais, c'est ça, donc ça fait une moyenne de 30, voilà. plus de 30 points sur la semaine. Ah là là, il est chaud. Dites-nous dans les commentaires, ça fait combien 55 plus 12 55, ouais, donc voilà, Marcus Howard. Je crois qu'il sur le match contre l'Asvel, je crois qu'il fait 8 sur 13 à 3 points. Tu pourras... record personnel. Franchement, voilà, comme l'a dit Oz, je suis d'accord avec lui. On l'a critiqué à juste titre parce que parfois il prend des tirs criminels, il est un peu trop égoïste. Il garde la balle trop longtemps pour lui, mais quand il joue à ce niveau-là et qu'il met dedans, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un talent supérieur. Ça me rappelle un truc qu'un coach m'avait dit.
Quand j'avais mis 28 points à N3, c'était mon meilleur truc. C'était genre le 3e ou 4e match de la journée, du championnat. Il m'avait dit, si t'arrives à faire ça une fois tous les 3 matchs, on est une autre équipe. Bon bah je l'ai pas refait depuis en N3. Mais Marcus Smart, c'est un peu pareil. Si t'arrives à faire ça une fois tous les 2-3 matchs, bah Victoria est une autre équipe. C'est une autre équipe. Mais le problème c'est que pour l'instant il a fait 2 matchs sur ou 2 ou 3 matchs sur 9 quoi. Donc c'est ça. Bon, ça fait 1 sur 3 mais voilà, donc Victoria remonte quand même au classement. Oui, et donc... je crois qu'ils sont pareils, ils doivent être dans le groupe à 5-3 là. Ouais, grâce à Marcus Howard, mais aussi grâce à Shima Moneke. Ils sont à 5-4. Grâce à Shima Moneke qui déroule. Shima Moneke qui déroule. C'était un joueur déjà qui était très excitant quand il était à Manresa avec Sylvain, etc. Ah, mais Fakari, tu regardais Manresa, gros. C'est très bien qu'on regardait pas. Bref, c'était un joueur qui était déjà très excitant quand il était à Manresa et quand il est arrivé à Monaco. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le commentateur de Squeak il a dit ça. Gros, t'as jamais regardé un match de Shima Moneke à Manresa. C'est ça ton problème. Arrête de faire carré. C'est ça son problème. Voilà. On s'instruit et lui, comme il s'instruit pas, il veut amener les autres à ne pas s'instruire. Un peu de savoir. Du coup, je disais. Non, mais quand il était à Manresa, c'était déjà un joueur ultra. Je suis d'accord. Ultra intéressant à voir jouer. Mais quand il arrivait à Monaco. Avant, on a vu que c'était un joueur différent. En tout cas, qui était utilisé différemment. Il était utilisé vraiment un peu, comme tu l'as dit la semaine dernière, à la mode de Donta Hall. C'est-à-dire attraper des lobes, attraper des lobes et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'autres porteurs de balles à Monaco que les extérieurs. Exactement. Il n'y a rien. Enfin, les intérieurs ont des situations de post-up, mais quand tu vois Shima Moneke jouer à Vitoria, c'est pas un intérieur. Ah non, il joue comme un poste de 3. Ouais, 2-3. Il fait des dribbles entre les jambes, des step back. Il prend des pics. Là, il a de l'adresse à 3 points. Il est là au rebond, il prend des alley-oops. Enfin voilà, c'est un vrai poste. Pour moi, c'est un vrai poste 3 qui a de l'adresse à 3 points et qui est capable de jouer d'un contre 1 et qui joue à un niveau aujourd'hui. Il a été MVP de la 9e journée et à voir où va finir Victoria, mais il y a quelques journées quand on avait parlé, je crois que c'était leader à l'Eval sur l'Euroleague. J'ai pas les stats là sous les yeux, mais en tout cas c'est un gros joueur à surveiller et Monaco peut s'en mordre les doigts, oui et non, parce qu'est-ce qu'il y aurait eu la place pour lui de se développer comme voilà, c'est aussi une question d'opportunité. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, Chris Chiosa là, qui fait pas rien de spécial depuis qu'il est arrivé. Il y a Mathieu Costello qui est toujours qui va mettre les tirs quand ça contre Lasvel il met un gros tir à la fin. Voilà, c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal avec 2 têtes d'affiche qui sont plutôt complémentaires. Un poste 3-4 et un poste 1-2, un combo quoi. Je sais même pas c'est quoi son poste, frère. Il est juste là pour me prendre des tirs. Marcus Smart, c'est un combo, 1-2 quoi. Non mais oui. Enfin, un faut le dire vite. Ouais, un faut le dire vite. Plus 2. Et donc voilà. Voilà globalement sur la semaine de Bologne. De Bologne. De Bologne. de Victoria. Je suis fatigué. Vous savez jusqu'à quelle heure j'ai regardé les matchs hier? Non, le dimanche là. J'ai regardé des matchs jusqu'à 4h30 du matin. Il y en a un qui bosse. Ça veut dire en même temps je regardais Milwaukee Dallas. Pourquoi tu regardes ça? Gros, c'était gang, c'était serré, il y avait Kyrie contre Dame, c'était lourd. Parle-moi de l'Euroleague là. Bref. Je me parle de bêtises pareil. Bref, ok. Tu veux parler de qui maintenant, mon petit pote? On peut aller sur le Partizan. Sur le Partizan? Oui, sur le Partizan. Qui ont fait 1-1. Ouais. Qui ont joué début de semaine le Bayern et sur la fin de semaine Berlin, si je dis pas de bêtises. Donc on fait un petit tour en Allemagne. Ouais. Alors. Ils ont tapé Berlin parce que Berlin, ça y est. C'est ce que j'allais dire. Si on commence par Berlin, voilà, pas trop d'opposition. Ce que je m'étais noté, c'est que Kaminski il aime bien débuter les matchs. Il est souvent fort dans les premiers cartons, il met 5 points, 7 points d'affilée. Après, il se calme un petit peu. Mais voilà, face à Berlin, Partizan qui domine, hein, franchement. Ils sont pas souverains, mais ils dominent. La profondeur a fait la différence. Voilà, le match. Abramovic qui met 20 points. Voilà, le match est pas j'ai pas regardé, donc Alba Berlin, je vais pas regarder. Voilà, là, surtout sur des semaines à 2 journées, c'est sûr que je vais pas regarder. Moi j'ai regardé, mais voilà, le match est pas fou. Partizan l'apprend vraiment à l'expérience et face au Bayern, du coup le Partizan a perdu. Et là c'était un match super intéressant, notamment Trifunovic
qu'est-ce qu'il... Ouais, il a lavé. Trifimovic, qu'est-ce qu'il était fort. Il a fort. lavé, il met 10 points, mais... Dans le premier quart-temps, parce que dans le premier quart-temps, il met tout, en fait. Ouais, il met tout. C'était un beau match, Et quand j'ai commencé le match, je me suis dit, est-ce que le Bayern va être dans la lignée de ce qu'il propose jusque maintenant? C'est-à-dire continuer à prendre des rebonds, à bien jouer au ballon, à mettre la balle au bon endroit. Est-ce que Sylvain va être puni ou pas? Parce que la fois dernière, il était puni. Il est rentré au début du deuxième quart. Bah, pas du tout de punition. Sylvain, il rentre et qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, il rentre rapidement, il est agressif tout de suite. J'ai aimé l'agressivité. Il met des tirs. Non, franchement, c'est un match qui est hyper intéressant. En fait, comment dire, ça se rend coup pour coup. Ouais. Et c'est ça qui était cool. Ça s'est rendu coup pour coup. Sylvain et Leandro Balmaro qui ont fini le match, qui ont mis des gros tirs à la fin pour finir le match contre le Partizan. J'aimerais quand même dire que le Partizan a signé Bruno Caboclo. Oui. Et quel match il fait contre le Bayern. Quelle belle signature. 3 points d'affilée dans le 4e quart-temps. C'est un mec qui fait plus de 2-10, qui a des mains, donc qui est capable de shooter, qui est capable d'être proche du cercle. Donc pour moi, c'est vraiment une signature. En tout cas sur le premier match, il fait un premier match de folie, mais plus de 20 points. Donc à voir comment ça va se développer, mais c'est vrai que ça rajoute ça renforce 2 poids. On parlait de Willy Hernán Gomez en début d'année sur le Barça. C'est peut-être un peu moins fort, mais c'est plus jeune. À voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est un intérieur ultra polyvalent qui a de la taille, qui va gêner aussi en défense. Voilà, la doublette avec Kaminski. Derrière, t'as Smailaghic et Zach Ledey sur le poste 4. Le Partizan, c'est pas mal, et puis c'est bien coaché. Donc bon, là, ils sont tapés contre le Bayern, parce que le Bayern fait un énorme match. Qui domine encore au rebond, 39-25 au rebond pour le Bayern. Le Bayern toujours dominateur au rebond. Parce que collectivement aussi, ils ont tous été bons. Collectivement, je trouve, Ibaka a un moment à apporter, Sylvain a un moment à apporter, Bolmaro, qui est MVP du match. Exactement, Carson Edwards, qui d'habitude on l'appelle le criminel, mais là apporte aussi, en fait... Non, mais là il commence à trouver sa place. Exactement. Il a ce rôle que Marcus Howard a, que TLC a, c'est-à-dire que c'est l'option offensive numéro 1, mais quand c'est fermé, il sait lâcher la balle. Alors que sur le début de saison, on avait l'impression que c'était... En fait, on avait l'impression que c'était un pétard ambulant et qui était dans une précipitation pour trouver ses tirs, comme s'il n'allait pas avoir de tirs, un peu comme le rôle qu'il avait au Fener. Là, il est installé, on a l'impression qu'il sait qu'il va avoir ses tirs et quand c'est trappé, il arrive à faire des lectures. Et donc voilà, Carson Edwards, quand il joue comme ça, on va pas lui tirer dessus. Nous, on aime le beau basket. Donc... Bon, par contre, le Partizan, ce serait bien qu'ils défendent un peu mieux en 1 contre 1. C'est vrai que quand tu as des joueurs aussi forts en 1 contre 1 que Sylvain et Carson Edwards en face, c'est compliqué, mais voilà, ils se sont fait punir en 1 contre 1 et j'ai trouvé ça dommage. Et pour petite anecdote aussi, c'est son problème. Non, mais parce que le Partizan joue sans son meilleur joueur, quand même. Oui, qui devra pas tarder à revenir. 2-3 semaines encore, apparemment. Ah ouais. Ils avaient dit 2 semaines déjà. Donc il est pas de retour. Putain, le mec a préparé l'émission, il a suivi l'actualité, tout ça. Moi, je suis là, j'ai regardé le résumé de Zalgiris Bayern juste avant parce que j'ai pas eu le temps. Non, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas. Mais je le répète encore, hein. Vous savez qui appeler. Si vous voulez des stats, si vous voulez de l'analyse. Ah, ok. Bref, il y a des équipes, je pense qu'on va pas forcément en parler. Le Bayern. Non, là on en a parlé à travers les... Voilà. Kaunas, ils sont dans le trou, totalement. Oui. Et on va pas en parler plus que ça. Donc voilà, Zalgiris, Bayern, on zappe. Le Barça, peut dire, ils font 1-1 sur le... Ils font 1-1 sur la semaine, ils perdent à Kaunas, non? Du coup Ah non, ils perdent pas à Kaunas. Ils perdent à Vitoria. Ils prennent moins. Ah pardon, ils perdent à Vitoria. Oui, je suis fatigué. Ils perdent à Vitoria et ils gagnent à Valence. Mais même le match contre Valence. Ah, le match contre Valence, c'était dégueulasse. Ouais. J'ai regardé ça il y a 1h30 avant le match contre le truc. C'était dégueulasse. Ouais, je me faisais chier. Et sachant qu'on regarde les matchs en replay, et ça veut dire on avance quand il y a des temps morts, des trucs. Et même comme ça, je me faisais chier. C'était hardcore. Ouais, il y avait des tentatives de aller-oop nul. La stat quand même. Sur le match, 5 sur 30 à 3 points pour le Barça, 16%. Ils étaient à 2-20 à un moment, donc vraiment c'était une purge. C'était moche. Ils gagnent le match parce que Valence, encore une fois... Parce qu'il y a Yann Vezeli, mec. Oui, non, parce qu'il y a Yann Vezeli, parce que Valence ne saisit pas les occasions, et parce que le Barça a bien défendu aussi. Ouais. Leur défense les aide vraiment pas mal, mais voilà, on va plus s'éterniser là-dessus. Un mot sur le match de Rokas Jokubaitis. Next question. C'est la semaine de Rokas Jokubaitis. Ah ouais, non, franchement, j'ai rien à dire. Il met 9 points dans la déroute contre Vitoria. Ouais, mais... Super, merci mec. J'ai rien à dire là. On peut remettre Oriol Paoli ou Crary? Non, il vient, il lave et c'est fini. C'est fini, okay, il est puni. Ok, j'ai capté. Voilà. Ok, Milan, tu veux qu'on parle de Milan?
On peut parler de Milan. Alors, pour me remettre dedans, Milan, il joue les fesses en début de semaine, si je dis pas de bêtises. Les fesses de qui Non, il joue Bologne. Il joue Bologne. Il joue Bologne. Et ça, c'était un beau match. Et il joue les fesses après. Du coup, là, c'est un beau match, oui. Victoire de Bologne, bien sûr. Milan, qu'est-ce qui... J'essaie de me remettre dedans. Maudolo. C'est bon, j'y suis. Maudolo qui fait un bon match. Alors j'ai deux choses. Maudolo qui fait un bon match, je trouve qu'il retrouve son rythme, qu'il arrive vraiment à se remettre dedans, il trouve de la percussion, mais surtout Nicolo Melli qui s'est remis à jouer au basket depuis... Regarde, lis ce que j'ai écrit là. Oui, c'est vrai qu'il s'est joué au basket. Voilà, exactement. Les gars, regarde les matchs. Nicolo Melli qui s'est remis à jouer au basket. Sur les deux matchs. Sur les deux matchs, exactement. Ça faisait depuis une semaine, 10 jours, il s'est remis à jouer au basket. On dit, mais il est de retour. Et ça fait du bien. Shaven Shields qui fait aussi un bon début, donc c'est intéressant. Non, c'est un match qui est assez intéressant dans l'ensemble. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça se rend coup pour coup, un petit peu. Il marque derrière et c'est super intéressant. Cordigné qui était intenable en 1 contre 1, ils n'arrivaient pas à le tenir. Le derby italien là, il était trop beau. Hackett dans le 3e quart-temps qui plante comme un cochon. Non, franchement, il était vraiment au relais de Toko. Toko, vous savez qui c'est, hein? Torniquet Shengelia. Donc non, c'est un bon match. Moi, je me suis régalé sur ce match-là, vraiment. Moi, j'ai noté Bologne qui trouve Kevin Durant dans chaque carton. Aoudo Abbas qui rentre, oui. Il met 14 points. Ouais. Alors il avait quasiment pas joué de la saison. Vrai. Ensuite, Hackett. Oui. Et ils finissent par Ife Lundberg qui finit le match l'année dernière, qui était un joueur qui avait beaucoup de responsabilités. Et donc j'ai noté, il faut que je regarde leurs stats sur leur saison. Donc Ife Lundberg sur la saison, il a 6 points, 1 rebond, 1 passe. Et du coup, sur ce dernier match... Il met 17 points dans le dernier quart. Ouais, donc voilà, il finit à 19, 5 rebonds, 28 d'éval, plus 11 de plus-minus. Ensuite, comment ça s'appelle ? On a dit Daniel Hackett qui met 10 points, mais 10 points pareil sur un carton. Il fait 7 passes également. Ok, Daniel Hackett, il est à 7 points. Voilà, c'est un 7 points, 3 passes. Donc, et il fait en un carton plus que ses statistiques. Et Aoudo Abbas, je pense que c'est le pire, parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Il est à 2 points, 1 rebond, 0 passe sur la saison. Et là, il met 14 points en 21 minutes. Donc, voilà, ils ont trouvé des joueurs. Et c'est des joueurs, l'année dernière, moi qui avais un peu regardé Bologne, c'est des joueurs qui avaient déjà fait des cartons en Euroleague. Et ils ont une profondeur sur les ailes, enfin sur les postes arrière-ailiers, quand tu vois Hackett, parce que Cordigné fait un bon match, il fait 8 points à 4 sur 4, mais il a été un peu moins en vue que ces joueurs-là. Que t'as Pajola, lui il est là que pour monter la balle, que Bellinelli fait pas un match comme sur le deuxième match de la semaine, il met que 8 points. Donc l'Euroleague, voilà, il y a des bons joueurs un peu partout, et là c'est bien, c'est des mecs qui rentrent, il joue 15 minutes, 15-20 minutes, et il fait Lundberg, il mettait tout à la fin. Mais après, c'est la différence entre l'Euroleague et la NBA. Elle est là, en fait. C'est que les joueurs d'Euroleague sont des joueurs qui sont complets, qui peuvent faire plein de choses, et qui ils vont sortir leur boîte à un moment T, là où la NBA, on est plutôt tourné sur les stars et après des spécialistes. Ouais. Et on voit bien, hein. Il y a des joueurs qui sont établis, voilà, Shengelia, Cordigné, ils sont établis, mais ils ont toujours des joueurs en relais qui vont venir mettre 10 points dans le carton, 12 points, faire 6 passes, faire des grosses défenses, voler des ballons, et ça s'est vu encore une fois. Donc non, franchement, c'était un match ultra plaisant, ultra intéressant. Le derby italien, là, il était vraiment très très cool. Donc Milan perd, et Milan donc, se rattrape en tapant les fesses sur la fin de la semaine. Là, je suis moins enjoué parce que le match, voilà quoi. Moi, je suis pas d'accord, hein. Non, mais... Moi j'ai trouvé que le match était bien, ça jouait bien au basket. Et pour le coup, c'est rare pour un match de l'EFS, mais ça jouait bien au basket. J'ai trouvé. Darius Thompson qu'on retrouvait, ça drivait, ça kickait, Milan qui jouait bien au basket aussi. J'allais dire comme toi d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je te dise. Ça se dit pas par l'intervalle de quelqu'un. On dit par l'intermédiaire. Ah, c'est l'intermédiaire, c'est pas l'intervalle. Voilà. Parce que tout le temps tu dis ça par l'intervalle, ça n'existe pas. C'est l'intermédiaire. Par l'intermédiaire de Nicolo Melli, encore une fois, qui crée du jeu, qui crée pour lui, qui crée pour les autres, qui met dedans un 3 points. Non, c'était pas mal. Voigtman qui fait un gros match aussi aux assists, c'est ce que j'avais dit, c'est le meilleur passeur après les 2 dernières journées, je sais pas quelles sont les stats exactes, mais c'était le meilleur passeur sur le poste de pivot avec Mousfal. Donc voilà. Clyburn, alors on va rester sur Milan, donc Milan qui joue vraiment bien sur ce match-là. Devon Hall, qui pareil, c'est un mec qui a eu peu de responsabilités jusqu'à présent, qui rentre, qui met des points, qui fait des passes décisives et qui défend fort. Donc Milan, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça.
Mais de toute façon, sur ce match-là, et voilà, sur la semaine, enfin en tout cas sur ce match-là, Milan... Ouais, c'est un 3-6 quoi. Ouais, Milan, ils ont fait la course en tête, pour moi, ils jouent mieux, et voilà, ils gagnent ce match. Après, voilà, Milan qui essaie de se remettre en ordre de marche, ça prend un peu de temps. Après, voilà, pour moi, Milan, c'est pas une top équipe de cette Euroleague-là, c'est une bonne équipe. Ouais, mais bon, c'est dommage quand t'as des joueurs comme Mirotic. Bien sûr. Mirotic, quoi. Ouais, mais voilà, mais pour moi, c'est une équipe qui est à sa place. Hein. Là, pour le coup, elle est à sa place pour l'instant, donc qu'ils essayent de se remettre en marche vers l'avant, et on verra ce qu'il en est par la suite. Ok. Étoile rouge, parce que moi, c'est quand même une équipe dont j'aime bien parler. Voilà, on peut parler d'un gars, enfin de un ou deux gars. On peut parler de Milos déjà. Alors plutôt Milos sur le match contre le Fener. Ouais, parce que contre l'Olympiakos il a été nul à chier. Mais contre le Fener. Bah, l'étoile rouge qui déroule, hein, qui déroule vraiment sur le premier quart, ils sont en forme. Il y a Godo Santos qui prend le relais de Shabazz Napier. En fait, le Fener n'existe pas sur ce match-là. L'étoile rouge, ils sont en train de les cogner. Teodosic, il met des gros tirs. Mais ouais, bah, ils se prennent 30. Mais le Fener, alors on va en parler aussi. Qu'est-ce qu'ils espèrent cette saison, le Fener? Juste faire les playoffs ou play-in et ça y est? Parce que si leur plan c'est de jouer un top 4, un Final Four, avec le jeu qu'ils proposent, on l'a déjà dit, on le redit, sur Jarosa 3 points, Jarosa 3 points, Jarosa 3 points, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et je suis désolé, Will Buckin et Tyler Dorsey, ce sont des criminels eux aussi. Pourtant, Will Buckin, c'est un joueur que je kiffe quand je l'ai vu jouer l'année dernière et tout. Mais là, t'es dur. Là, je trouve qu'avec Will Buckin, t'es dur. T'es dur parce que... Attends, non, parce que tu dis je suis dur. T'es dur. Là, avec Will Buckin, t'es dur. Scotty Will Buckin contre l'Étoile Rouge, il fait 6 points en 23 minutes, 0 sur 4 à 2 points, 2 sur 5 à 3 points, 3 turnovers, moins 17 de plus-minus, 1 déval. Non mais d'accord. Ok. Mais... Attends, peut-être que je vais te sortir l'autre stat. Oui. Parce Maccabi. Que du coup, ils font 0-2 sur la semaine. Et contre le Maccabi. Contre le Maccabi, il fait... Tac. T'es dur. Il fait 18 points, 5 sur 11 à 3 points, 0 sur 2 à 2 points, 4 turnovers, mais... T'as dû regarder le match. Dans la fin de match, je suis d'accord. Le Fener est devant tout le match. Le Fener est devant. Il domine parce que justement ils ont de l'adresse à 3 points. Et derrière, le Maccabi revient, ça défend fort. Et qu'est-ce qu'ils font le Fener? Ils continuent à tirer à 3 points. Ils continuent à tirer à 3 points. Ils continuent à tirer à 3 points. Ça ne replie pas. Bonzi Colson met des contre-attaques. Voilà. Parce que Lorenzo Brown se réveille aussi. Parce que mais pour moi, c'est pas que Lorenzo Brown. Non, mais d'accord. Pour moi, ils ont continué à tirer à 3 points. Mais ça, c'est pas que de la faute de Scotty Will Buckin. Non, c'est aussi de la faute de Tyler Dorsey, mais j'ai dit les deux. Donc, t'es dur cette semaine, Scotty Will Buckin, t'es dur. Je trouve que oui, il a des choses à se reprocher. En deuxième mi-temps, il y a 40 à 27. Ils mettent que 27 points. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je te dis pas que le Fener joue bien. Au contraire. Ah bah voilà. C'est pas ça que je t'ai dit. Je suis en train de dire que t'es dur avec Scotty Will Buckin. Il faut pointer du doigt les responsables. Je vais pas pointer du doigt Marko Guduric qui n'a pas joué. Je vais pas pointer du doigt Nigel Davis qui, pour moi, même s'il y a des moments où il passe un peu au travers dans l'adresse, fait d'autres choses. Scotty Will Buckin. Et je te jure, en plus, pourtant, c'est un joueur que j'ai beaucoup regardé le Fener pour lui l'année dernière. Mais déjà. T'as vu, il fait des crosses. Il fait des crosses que pour tirer à 3 points. Est-ce que tu l'as vu faire un truc pour attaquer le cercle? Jamais. Il fait des trucs sur place. Je te jure, en plus, ça te dette parce qu'il regarde même, il lève même pas la tête. Il est comme un tac. Après, il se lève. Après, il a un tir où il saute. Pourquoi tu rigoles? Ah, tu parles de moi là, quand même. Non, mais moi, Will Buckin, c'est pour ça, c'est un joueur que j'ai pour. Mais moi, je suis désolé, j'attaque le cercle. Hier, j'ai mis 2 layups. Sur Julien, ça. Eurostep, ça. Bref. Tout ça pour dire que le Fener, encore une fois, ils perdent les 2 matchs. Le premier match, il y avait rien, donc voilà, ils se sont fait désosser. Mais le Maccabi, c'est un match qu'ils doivent gagner. Et ils le perdent parce qu'ils s'entêtent à tirer à 3 points. Ils ont Papagiannis qui est une super arme à l'intérieur, ils s'en servent pas. Ils ont Motley qui est une super arme à l'intérieur. Il prend 4 tirs, Motley. Il prend 4 tirs sur le match. Bon, alors il a toujours ses problèmes de faute, tu vois. Mais il prend 4 tirs sur le match. Je suis désolé, je peux pas donner 4 tirs à Jonathan Motley. Je suis d'accord. Et 13 tirs à Scotty Will Buckin. Oui, mais t'es dur avec Scotty Will Buckin. Tariq Biberovic, il fait un match de ouf d'ailleurs. Il fait un très bon match. Mais bon, ils perdent. Mais voilà. Après, donc, on était sur l'étoile rouge à la base, on est passé sur le Fener, c'est pas très grave.
pour dire que sur l'étoile rouge, en tout cas, on aime ce qu'ils font, on aime Mustapha Fall. Mustapha Fall continue de jouer comme tu le Quoi fais. Je me branle. Tu te branles pas, gros? L'étoile rouge, hein. L'étoile rouge. Fatigué. Je me rappelle à la preview que il a dit ouais, je suis hypé par Teodosic, Mike Tobey. On a compris que Mike Tobey, ça y est, je t'avais dit gros, il y a Bolomboy. Mais ils jouent en rouge aussi, ça m'a perturbé. C'est vrai qu'ils ont fait un match blanc-rouge, ça m'a perturbé. Pardon, Milos Teodosic, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu proposes. Par contre, c'est ce que j'allais dire, le match Étoile Rouge Olympiakos, un qui joue en rouge et blanc, l'autre qui joue en blanc et rouge. Ouais, c'était un peu compliqué. Arrêtez vos bêtises. Mais voilà, l'Étoile Rouge, il y a eu la blessure de, comment ça s'appelle, de Napier. Oui, de Shabazz Napier. Et du coup, c'est Iago dos Santos qui le remplace. Et donc, du coup, quand l'Étoile Rouge, il y a Iago dos Santos et Milos Teodosic, bizarrement, ça joue bien. Ouais, ça joue mieux au basket. Ça joue mieux au basket. Donc voilà. Donc ils ont éclaté le Fener. Tatek, parce que je crois que dans mes souvenirs, donc Nemanja Nedovic qui commence à retrouver du rythme, qui met 12 contre le Fener et qui met 26 contre l'Olympiakos, qui met des gros tirs. Avec Iago et avec Milos Teodosic, mais c'était un peu juste contre l'Olympiakos. Moi, c'est une équipe que je kiffe voir jouer, franchement. Milos Teodosic, il me régale, Iago dos Santos, il me régale. Nemanja Nedovic, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Il manque peut-être d'un poste 3 un peu plus fort, parce que voilà, il joue avec Giedraitis qui est vraiment que dans le tir à 3 points pour l'instant, qui avait fait un gros début de saison mais qui maintenant marque un peu le pas. Il est que dans le tir et il met rien. Voilà. Et puis sinon c'est un peu plus faible sur le poste 3, mais ils vivent par le talent de leur extérieur et de Luka Mitrovic aussi qui fait une bonne saison. Correct on va dire. Il fait combien il fait 8 points là et il fait il fait 8 points, mais bon il est actif au rebond offensif quoi, donc c'est pas mal. On a fait le tour, je crois. On a quasiment fait le tour. On a fait le tour. De toute façon, on a fait le tour des équipes qui étaient intéressantes. Les autres, c'est pas con. Alors, c'est pas qu'on s'intéresse pas au Bayern, mais bon, le Bayern ne va pas aller très loin. Sylvain en a parlé, et puis on va pas parler des autres joueurs du Bayern, même si voilà. Partizan, Kaunas, c'est la merde. Efes, on a dit, c'est pas terrible. Étoile rouge, voilà. Donc, rapidement, au niveau du classement, on a le Real qui est premier avec un match en retard, qui sont à 8-0 contre le Maccabi, ils vont taper le Maccabi aussi. Derrière, il y a le Barça qui est à 7-2, Bologne 6-3, Maccabi donc est à 5-3 avec un match en retard. Et ensuite, tu as une flopée d'équipes à 5-4. Donc tu as le Pana, Monaco, Olympiakos, Fener, Valence et Baskonia. Derrière, tu as 4-5 Partisans, Žalgiris, Efes, Étoile Rouge, Milan, Bayern, Lyon et Berlin. L'Asvel qui n'est pas dernier, alléluia. Monaco, alors là, il y a la flopée d'équipes, là, donc Maccabi, Pana, Monaco, Olympiakos, Fener, Valence et Baskonia. Moi, je mets Valence et Baskonia un petit peu en dessous par rapport à sur le papier, je dirais. Baskonia qui a quand même 2 joueurs top niveau qui se révèlent. À voir si ça tient comme ça, sachant que cette année, il y a le play-in. Donc jusqu'à 10, tu peux rentrer en play-off. On passe sur les tops et les flops ? Yes. Les tops et les flops. Les tops et les flops. Vas-y, dis-moi qui sont tes tops, qui sont tes flops. Alors, en top, j'ai Ergin Ataman. Waouh, c'est dingue d'avoir mis ça, gros. J'ai Ergin Ataman. Non, c'est une dinguerie. Non, j'ai Ergin Ataman. Non, c'est une dinguerie. Parce que on lui a tapé dessus, et à juste titre, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Toutes les semaines. Non, oui, c'est vrai. Mais à juste titre par rapport à ses déclarations, par rapport à ce qu'il avait dit. Mais quand une équipe gagne, ce n'est pas que grâce aux joueurs, c'est aussi grâce au coach, grâce à ce qu'il met en place. Alors, parfois, c'est toujours T'as trouvé suspect. qu'il a mis des trucs en place ? Parfois, c'est toujours suspect. Je suis d'accord avec toi. Mais le Pana, qui était en brave galère un peu sur le début de saison, même la preuve en est, les supporters ne venaient plus. Oui. C'était vide. Et là, depuis qu'il a fait sa déclaration, même si je ne cautionne pas du tout la déclaration qu'il a faite, Vildoza qui se remet bien dedans, le Pana qui a fait une bonne semaine, qui prend deux victoires, on est obligé de dire félicitations. Tout n'est pas parfait, il y a encore des choses à travailler, encore des choses à mettre en place. C'est toujours suspect sur certains points, mais c'est mon top de la semaine. Moi, écoute, j'ai mis le Real qui continue de nous impressionner. Bon, de toute façon, ils vont être top pendant longtemps, je pense. Invaincu, Bouzy Monaco qui était un candidat qui a fini 3ème d'Euroleague l'année dernière.
C'était la meilleure équipe d'Euroleague, qui est hyper complète, et ils rajoutent le meilleur meneur d'Euroleague. Voilà, ça joue hyper bien en basket, ça défend fort. Il y a une raquette avec 2 postes 5 qui dominent, qui pourraient être top poste 5 dans toutes les autres équipes. Des postes 4, pareil, avec Gershon et Gabriel Deck. Enfin bref, c'est extrêmement fort. C'est le Real, et voilà. Et franchement, cette année, quand je les vois... Alors après, à voir sur la saison régulière, parce que l'année dernière, l'Olympiakos, c'était un rouleau compresseur sur la saison régulière, et voilà. Enfin, mais bon, ils se sont fait taper par qui ? Le Real. Donc, qui va taper le Real ? Une bonne question. Ensuite, j'ai mis Vitoria. Ok. J'ai mis Vitoria qui depuis l'arrivée de Duško Ivanović, gagne des matchs. Qui commence à trouver aussi sa hiérarchie avec Cody Miller-McIntyre qui est juste là pour être sur le terrain parce qu'il faut quelqu'un. Mais non, c'est pas vrai, il a fait un match à 20 points et il a mis le game winner le match d'avant. Mais voilà, la hiérarchie est claire. Marcus Howard t'allume. Shima Moneke, tu fais un peu ce que tu veux et derrière ça joue autour. C'est une équipe qui a toujours été très portée sur l'attaque, très libre en attaque, même quand ça jouait avec Darius Thompson, donc dans un système dans lequel il s'éclatait. Et voilà, là avec même Costello, Sedekerskis qui fait aussi des gros matchs. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Et sauf quand Marcus Howard met pas dedans quoi. Mais voilà, Vitoria qui prend 2 matchs sur la semaine. J'aurais pu mettre Duško Ivanović qui je crois a perdu qu'un seul match sur les 4 depuis qu'il est arrivé. Mais c'est pas mal, T'as mis qui toi ? Moi j'ai mis Olympiakos. Ouais, on est d'accord, je l'ai mis aussi. J'ai mis Olympiakos, au-delà de la semaine qu'ils ont faite, parce qu'ils font 2-0 sur cette semaine-là. J'aime le jeu qu'ils proposent, j'aime la complicité et ça se voit que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer, ensemble. Ouais, qui n'a pas changé grand-chose en vrai. Exactement. À part l'arrivée de Militinov, le départ de Vezenkov et Sloukas. Mais ça se ressent. Peters, comme tu le disais tout à l'heure, à l'instar de Mitoglou, qui est dans les coupes, qui peut être dans le jeu extérieur. Ils ont la plaque tournante qui est Mustapha Fall, je me suis pas trompé cette fois-ci, mais qui détruit dans le sens, il est poste haut, il voit tout ce qui se passe, il lâche les ballons, il fait un poste bas. Le coach Barzoukas met très bien en place le jeu sans ballon autour de Moustapha. Il y a des coupes dans le dos, il y a des remontées, il y a des backpicks, etc. Donc c'est vraiment c'est bien coaché, ça joue bien ensemble. Exactement. Et pour moi, l'Olympiakos finira plus haut que là où ils sont au début. Il y a eu du retard à l'allumage, il y a eu des blessures, il y a Sigma qui commence à revenir, il y a Brazekis qui a commencé la saison blessé, là il leur manque Nigel Hayes Davis, mais non, n'importe quoi. Surchauffe comme d'hab. Donc je disais Nigel Williams-Goss qui est blessé, mais donc l'Olympiakos qui est bien en route et qui je pense va finir plus haut que ça. En termes de flop, alors j'ai Kemba Walker et Coach Obradovic. Tout sur Monaco quoi. Moi j'ai mis Monaco, donc on se rejoint là-dessus. Mais j'en ai un autre après, je vous le dirai après, mais voilà, Kemba Walker et Coach Obradovic. Kemba Walker parce que, comme disait le commentateur de Squeak, de Squeak, hein. Oui c'est ça, je pensais à autre chose. Oui, de Squeak, il disait, on a l'impression que c'est plutôt pour l'instant un coup marketing plus qu'un coup sportif, un coup basket, et ça se voit sur le terrain. C'est étonnant parce que si vous n'avez pas vu l'interview de Mathieu Strazel, je vous la mets là, je suis comme les youtubeurs, vous pouvez aller voir l'interview de Mathieu Strazel, et donc il disait que il avait encore du basket, que c'était impressionnant quand il le voyait jouer, etc. Pour l'instant, on le voit pas sur le terrain. Ça se traduit pas sur le terrain, on voit il est en manque de rythme. Même dans le handle. Exactement, franchement, je me dis, mais attends, c'est Kemba Walker, un mec qui mettait des crosses à tout le monde, il se fait prendre la balle sur des montées de bas, il crée pas de différence. Enfin, même pas, ne pas créer de décalage. On peut dire que c'est légende, mais là, limite, il se dribble sur le pied. Enfin, franchement, je le reconnais pas. Et après, il a pas joué au basket pendant 1 an et demi. Oui, après, c'est vrai que c'est un profil de joueur aussi qu'il faut qu'il retrouve du rythme, etc. C'est ça. On va voir avant l'enterrer, mais c'est vrai que ça nous fait chier pour Mathieu Strazel et le commentateur de Squeak était d'accord avec nous. C'est pas parce qu'on a fait l'interview, allez la voir. Mais voilà, quand il joue, il est bon. Et au final, t'as ramené un mec qui est en fin de carrière. Est-ce que t'es pas en train d'empêcher quelqu'un de progresser ? Bon. Kemba Walker, pour l'instant, c'est plus un coup, comme tu dis, c'est plus un coup de marketing. D'où mon flop de coach Obradovic pour mettre Mathieu Strazel de côté. Parce que. Après, je sais pas si ça dépend que de lui. Ça dépend pas que de lui, je pense, parce que voilà, il doit y avoir de la politique là-dedans. Mais jusque-là, Mathieu Strazel, quand il rentre, il propose toujours des choses, il essaie de jouer le jeu de l'équipe. Il a vraiment en plus, il a souvent un impact et un bon impact, même si c'est quelques minutes. Hein. J'aime toujours les entrées qu'il propose. Là. Ça fait 2 matchs ou 3 matchs qu'il est en survette sur les matchs d'Euroleague. Ouais. C'est assez frustrant. Je pense que c'est frustrant surtout pour un jeune joueur. C'est depuis que Jordan Hall est revenu. C'est ça aussi. Donc qui a fait un bon match pour aussi. Un jeune joueur, t'as besoin de jouer, t'as besoin de rythme. Et donc là, moi ça m'emmerde de le voir assis comme ça et de pas jouer. Moi j'ai mis le Fener aussi.
J'ai mis le Fener. Bon, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, donc on va pas s'étaler dessus, mais voilà, c'est une équipe qui prétend, qui a des gros joueurs, qui a des gros contrats, qui prétend jouer le haut du tableau, mais le fond de jeu est catastrophique. Alors j'aurais pu mettre le coach du Fener, et tout 10, mais voilà, je trouve ça pauvre. Wilbekin et Dorsey qui pour moi phagocytent le jeu du Fener. Pour moi, il devrait plus s'appuyer sur Ace Davis, Nigel Ace Davis du coup, le joueur du Fener, qui lui est vraiment dans un rôle de couteau suisse et qui n'est pas un croqueur, c'est tout, voilà, qui va pouvoir créer des décalages pour ces shooters-là. Je dis pas qu'il faut pas qu'ils jouent des 1 contre 1, mais quand tu les vois dribbler 60 fois sur place et prendre des tirs à 3 points, et qu'en plus ils mettent pas quand il faut les mettre, parce que c'est pas au terme de pourcentage, mais qu'ils mettent pas quand il faut les mettre, bah je suis désolé, ça fait tâche. En fait, c'est surtout ça, c'est que, bon, je vais pas répéter, mais voilà, il faut savoir s'appuyer sur d'autres choses quand quelque chose ne fonctionne pas, et aujourd'hui le Fener ne le fait pas. Donc c'est dommage pour eux. En plus, c'est une équipe de ma mère patrie, la Serbie, mais c'est... Ouais, j'ai fait un flop là, Crary, il n'y a eu aucune réaction. Ah ouais, je vais couper. Et bref, tout ça pour dire que le Fener, pour moi, va finir à l'inverse de l'Olympiakos, plus bas qu'ils ne sont maintenant, avec leur style de jeu. Parce que si jamais, alors je ne veux pas dire Motley se blesse, parce que Motley il joue déjà pas à cause de ses fautes, mais si Papagiannis ou Nigel Ace Davis se pète, c'est fini, il n'y aura plus rien. On passe sur... J'ai un dernier flop qui est assez dramatique, mais j'avoue, on n'en a pas beaucoup parlé sur cette vidéo. Il s'agit bien entendu de Boulogne, qui a réussi à perdre contre le Paris Basket, qui avait seulement une victoire, et qui vient de prendre sa deuxième victoire à domicile, à l'extérieur, pardon, contre Boulogne, parce que vous êtes des merdes. Alors, je tiens à préciser que le flop en fait, de ce match, c'est les arbitres, déjà de 1. Et deuxièmement... Vous avez combien de victoires, vous ? Merci, on peut enchaîner sur la... Merci, c'est parce que je me disais. Merci, on peut enchaîner sur la prochaine vidéo. On enchaîne sur le 5 de la journée. Ok, donc sur le 5 de la journée, vas-y, qu'est-ce que t'as mis à la main ? Alors... Moi, j'ai mis un mec qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas un meneur. Non, moi j'ai mis Asia Kanan. Ah ouais ? Oui. Ouais, moi j'ai mis Marcus Howard. Ouais, j'aurais pu le mettre aussi. Marcus Howard, ouais. Parce que voilà, on a dit il a 30 points de moyenne sur... De toute façon, il n'y a pas de discussion, il a 30 points de moyenne sur la semaine, il gagne les 2 matchs. D'accord, c'est mon poste 2, il y a aussi. Ok, et pourquoi Asia Kanan du coup ? Parce que j'ai aimé ce qu'il propose contre l'Étoile Rouge, oui. Je trouve qu'il était dans la complémentarité avec Moustapha Fall, avec Alex Peters, et j'ai aimé ce qu'il a apporté. Et c'est pas que les points, c'est aussi quand il est sur le terrain, mettre la balle au bon endroit, et j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé, il m'a régalé. T'as mis qui ? Parce que je vois que t'as mis 2 joueurs. J'ai mis... t'as mis Lorenzo Brown ? Non, j'ai mis... parce que Lorenzo Brown... J'hésitais. Voilà quoi, très fort joueur, oui. Très bon match contre... c'était contre qui ? Contre le Fener, justement. Deuxième mi-temps, surtout. Voilà, mais l'autre match, il est dramatique. Mais donc non, j'hésitais. Mais j'ai mis Asia Kanan, et poste 2, j'ai Marcus Howard. Ok. Moi, en poste 2, j'ai Marco Bellinelli. Même s'il fait qu'un match de fou, je suis impressionné sur sa constance depuis le début de saison, et sur sa constance dans la qualité médiocre des tirs qu'il prend et la constance dans laquelle il met. On en a déjà parlé, on va pas revenir sur la couleur de peau, mais sur le fait qu'il prend des tirs de terroristes et il arrive à les mettre. Donc non, mais c'était par rapport à ceux qui ont vu les autres vidéos. Donc tout ça pour dire que moi j'ai mis Marco Bellinelli parce que le dernier match qu'il fait contre... Allez l'insulter dans les commentaires. Insultez-moi dans les commentaires, j'adore. Et voilà, en poste 3, je crois qu'on a le même. Shima Moneke, ok, on en a déjà parlé, on va pas s'étaler sur le sujet. Shima Moneke. Poste 4, t'as mis qui ? Mitoglou. Ah bon. Ça alors ! Putain, on a le même, c'est fou, le meilleur scoreur de l'Euroleague, incroyable ça. Et en plus, il a bousillé encore une fois, donc c'est facile. Ok, et poste 5, on a Moustapha Fall. Ouais, Moustapha, donc voilà. Si par exemple, l'équipe de France s'appuyait sur... Je sais pas s'ils peuvent lui proposer un passeport. Parce que tu sais, ils ont fait pour Joel Embiid, ils ont proposé un passeport. Peut-être qu'ils peuvent lui proposer un passeport français. Franchement, ça ferait du bien d'avoir un point de fixation à l'intérieur qui peut scorer, qui peut créer du jeu et tout. Ah mais... Attends, mais je crois qu'il est déjà français. Non. Ah, mais si. Bah, tu l'as pas vu ? Tu l'as pas vu à la Coupe du Monde ? T'as pas vu à la Coupe du Monde ? Il a bien joué. Ah ouais ? Ah, moi non plus, je l'ai pas vu, c'est vrai. Ah, bizarrement. Merci, monsieur Vincent Collet. Il s'agirait de mettre les joueurs sur le terrain, au bout d'un moment, et de les utiliser avec leur capacité et leur talent. Parce que c'est pas possible d'avoir un intérieur qui est aussi dominant en Euroleague, qui propose du jeu sans ballon, parce qu'il fait aussi du jeu sans ballon, qui délivre des passes, et quand il est en équipe de France, de pas pouvoir jouer autour de lui. C'est pas possible, au bout d'un moment. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Je voulais faire un débat, mais il veut pas débattre avec moi. Je veux juste faire un coup de gueule, alors je peux faire un coup de gueule. Tu peux faire un coup de gueule.
Il faut arrêter les reviews de est-ce que la balle est sortie, que c'est lui qui a sorti. Les arbitres, ok, vous allez vous tromper. Je sais que les arbitres de prénote, vous êtes nuls, mais les arbitres à ce niveau-là, normalement, vous êtes un peu meilleurs. C'est pas grave si vous vous trompez de temps en temps, tant que c'est cohérent. Mais là, il y a tellement d'arrêts de jeu où ils vont voir la vidéo qui a sorti. Parce que ces photos, en plus, maintenant, il y a 2 challenges par coach, ça fait 4 challenges, plus les temps morts, plus voir s'il shootait après au buzzer, etc. Et en fait, ou alors, il faudrait mettre une VAR. Tu vois, ou en NBA où il y a un replay center. Et encore, je comprends pas, parce qu'en NBA, il y a un replay center, mais ils vont quand même passer 5 minutes devant la caméra pour voir ce qui se passe. Qu'au moins, il y ait quelqu'un qui regarde déjà le replay, ça enchaîne. Parce que là, c'est tellement coupé. Et nous, on regarde les matchs en différé. Ça veut dire on avance, mais si tu regardes en direct, tu dois mourir. Non, et c'est ça qui est bien aussi avec l'Euroleague, c'est que c'est des matchs de 40 minutes, ça enchaîne plus vite. Mais là, ça coupe le rythme de ouf. Et je trouve ça dommage. Donc, soit mettre en place un replay center, je pense que c'est pas compliqué, difficile à mettre en place, soit enlever des replays sur certaines situations parce que ça tue le match. Moi, je trouve que ça tue le match. Tu mets dans les 2 dernières minutes, tu peux aller regarder. Non, mais dans les 2 dernières minutes, je comprends. Oui. Surtout si c'est serré. Ces 2 dernières minutes, il y a moins 60. Non, mais même les 2 dernières minutes de chaque carton, en mode tu peux la regarder. Non, pas de chaque carton pour moi. Pour moi, il faut 2 dernières minutes et prolongation, comme ils faisaient au début pour les challenges pour les coachs. Mais maintenant, c'est trop étendu et ça coupe le rythme, je trouve. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est bon pour aujourd'hui. Ouais. Alors, c'était une semaine un peu compliquée. Hein. On se souvenait pas de tous les matchs, donc on a essayé de faire un truc un peu plus global. La semaine prochaine, il n'y a qu'une seule journée. Yes. Très bien. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode de QLS. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, de commenter avec nous aussi, de partager vos avis sur les différentes choses qui se passent en Euroleague. Et je rappelle que l'épisode est aussi disponible en podcast sur Spotify et Deezer pour ceux qui veulent écouter ça sur le chemin du taf, etc. et qui n'ont pas forcément envie de voir la tête de Brad, ce que je peux comprendre. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et le mot de la fin, allez Paris Basket.